Bienvenue pour ce nouveau débat d'un genre un peu particulier. Vous l'aurez compris, ici en France, comme dans la moitié de la planète désormais, l'heure est au confinement face à l'épidémie de coronavirus. Chacun chez soi, oui, mais ça ne veut pas dire chacun pour soi, bien au contraire. Alors que des équipes de soignants se démènent pour sauver des vies, alors que des agriculteurs, des éboueurs, des manutentionnaires, des personnels dans l'alimentation et les supermarchés, des journalistes aussi se rendent chaque jour à leur poste de travail pour permettre à nos sociétés de fonctionner. Eh bien, nous donnons là la parole sur l'antenne de France 24 à tous ceux qui luttent à leur manière contre l'épidémie, ceux qui nous permettent de la comprendre aussi. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'accueillir pour débattre aujourd'hui et échanger les points de vue Karine Lacombe. Merci d'être avec nous, chef de service en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Également avec nous aujourd'hui Anne-Claude Bonjour. Crémieux, professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Vous êtes également l'auteur de cet ouvrage, on va le voir dans un instant, Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS, grippe sanitaire, crise sanitaire, c'est paru chez Lavoisier. Voilà, merci d'être avec nous. Et puis également parmi nous aujourd'hui, mon confrère, journaliste, président de Reporters sans frontières, Pierre Aski. Bonjour Pierre. Bonjour. Les auditeurs de France Inter vous connaissent bien, notamment ils vous retrouvent chaque matin dans la chronique géopolitique du 7h, 9h. Vous avez aussi été correspondant pour Libération en Chine. Vous avez écrit de nombreux ouvrages d'ailleurs sur ce pays. Le dernier en date, vous l'avez consacré au dissident et prix Nobel de la paix Liu Xiaobo, l'homme qui a défié Pékin. Liu Xiaobo, donc, qui est le personnage central de votre dernier ouvrage. Alors, l'actualité, évidemment, on le comprend, c'est bien sûr l'épidémie, la pandémie de coronavirus et également cette question du confinement. Le confinement, quand va-t-on en sortir? C'est la question, évidemment, qui se pose aujourd'hui. Le Premier ministre Édouard Philippe a esquissé un début de réponse. C'était hier soir sur TF1. Je vous propose à présent de l'écouter. On commence à s'interroger sur le déconfinement, mais je veux dire aussi très clairement aux Français que le déconfinement, ça n'est pas pour demain matin. Car aujourd'hui, c'est la logique du confinement qui doit prévaloir. Elle doit prévaloir au moins jusqu'au 15 avril et peut-être plus longtemps si les consignes sanitaires l'exigent. Et quand je dis peut-être plus longtemps, c'est probablement plus longtemps. L'impact et évidemment l'aboutissement de ce confinement, encore faut-il savoir quel est l'objectif qu'on cherche à obtenir, à partir de quel moment et sur quels critères pourra-t-on dire on lève le confinement, Anne-Claude Crémieux. Oui, c'est effectivement la vraie question parce que on a devant nous d'autres exemples de levée du confinement et en particulier l'exemple le plus intéressant probablement c'est la Chine. Mais comme vous le savez, la politique qui a été menée avant et qui a permis de complètement casser l'épidémie et d'arriver pratiquement à 0 cas était une politique assez différente. Et c'est très clair, ils ont commencé à lever le confinement au moment où il n'y a plus eu de nouveaux cas. Évidemment, je dirais, c'est l'idéal de se dire qu'on va commencer à lever un confinement et à réfléchir à une sortie de crise au moment où il n'y a plus de nouveaux cas, en tout cas dans une région. À ce moment-là, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir déjà un certain nombre de données qu'il faut anticiper et notamment une donnée qui est absolument essentielle, c'est de savoir comment le virus a circulé et quelle est la fraction de la population qui est déjà immunisée. Parce que vous le savez, une très importante avec cette épidémie, c'est les formes peu symptomatiques, les formes asymptomatiques qui peuvent effectivement être relativement importantes, hein, plus de la moitié des cas dans certaines estimations. Et donc, il y a vraiment une donnée qui va être fondamentale, c'est de savoir quelle est la fraction de la population qui a rencontré le virus et qui est possiblement immunisée. Oui, les images d'ici là du confinement, elles sont impressionnantes. Je vous propose de voir notamment celles qui sont mises en ligne par un collectif au 10e jour de confinement. Elles ont été filmées, donc c'était mercredi, par le collectif Drone Press. Ces images
de Paris comme on ne l'a jamais vu. Encore un peu de circulation peut-être vers la Défense, mais vous allez le voir, pour le reste, hein, on est vraiment dans un Paris totalement désert, à l'image de cette place de l'Étoile. Hein. On n'avait effectivement jamais vu aussi peu de circulation et surtout aussi peu de monde dans les rues. Dans cette situation-là, Karine Lacombe, on entend le Premier ministre parler d'un déconfinement qui serait progressif par région, par tranche d'âge, par catégorie de population. Pourquoi un déconfinement progressif ? Ben justement, pour complètement aller dans le sens de ce qu'a dit Anne-Claude Crémieux, l'importance quand on va déconfiner, c'est d'éviter qu'on ait une nouvelle vague de contamination à partir d'un groupe de population dans lequel continuerait de circuler le virus, qui passerait vers un groupe de population où le virus n'a pas circulé et qui donc ne serait pas immunisé. Alors pour l'instant, on ne sait pas vraiment comment on va mener. Est-ce que ça va être, comme vous dites, par tranche d'âge, en particulier parce qu'on sait que les plus jeunes ont moins de risques d'être infectés, probablement que le virus a pas mal circulé parmi les enfants. Ça, on ne sait pas encore avec certitude. On sait aussi qu'en fonction des zones géographiques, il y a aussi moins de circulation de virus. Par exemple, dans le Grand Est et en Île-de-France, vu le nombre de cas sévères, il y a un très grand nombre de cas asymptomatiques ou paucisymptomatiques. Et puis dans les régions où il y a très peu de cas, c'est parce que le virus n'a pas circulé, ou qu'en tout cas, quand il a circulé, grâce au confinement, on a pu vraiment freiner sa circulation. Donc le fait de faire des enquêtes de séroprévalence où on va voir qui a été infecté et qui n'a pas infecté, ça va permettre de définir une politique du déconfinement. Et pour l'instant, on ne sait pas comment on va déconfiner. Mais les travaux avancent et j'espère que d'ici quelques semaines, on en saura un peu plus. Les municipales pourraient être repoussées jusqu'au mois d'octobre. Ça veut dire, d'après vous, qu'on pourrait même passer l'été confiné ? Alors, est-ce qu'on peut passer l'été confiné? Alors vraiment, il est vraiment trop tôt. Je pense que là où on va avoir énormément d'informations, c'est quand on aura les premiers résultats des études de séroprévalence qui vont être faites dans la région de Creil, en Île-de-France et surtout dans le Grand Est, qui va vraiment nous donner une idée du nombre de personnes qui ont été asymptomatiques. Et à partir de là, on pourra définir cette politique de déconfinement. Donc, je pense que d'ici la fin du mois d'avril, le mois de mai, on devrait vraiment avoir beaucoup d'informations pour nous permettre de planifier le déconfinement. Mais là, en l'état actuel des causes, tout début du mois d'avril, c'est beaucoup trop tôt. Alors, il y a le décalage qu'on observe entre la société qui s'impatiente, le monde de la politique qui pousse à s'exprimer chaque jour dans les médias, l'économie qui perd chaque jour des milliards d'euros et des milliers d'emplois, et la recherche contre le virus qui, elle, fonctionne sur le temps long. C'est ça aussi le paradoxe qu'il faut gérer, Pierre Aski. Oui, la gestion du temps, c'est évidemment du temps et des nerfs, je pense, des différents acteurs, que ce soit la population, les acteurs politiques qui rongent leurs freins, évidemment la réalité de la progression de la maladie. Mais on a quand même l'exemple de la Chine qui a un coup d'avance dans le démarrage et dans la sortie. Et on voit bien la prudence avec laquelle les Chinois sont en train de sortir du confinement. Ils sont allés ils ont mis en place des procédures qui permettent de relancer la machine économique un peu partout en Chine, sauf dans la province du Hubei, qui reste un cas particulier, puisque c'est là que l'épidémie a été la plus forte. Mais on sait aujourd'hui que 90% des entreprises chinoises ont repris un certain rythme de production. Certainement pas total, mais en tout cas ont repris un certain rythme. Et en même temps, il y a des allers-retours. On a ouvert les cinémas, puis on les a refermés le lendemain, y compris dans des villes comme Pékin et Shanghai, qui ont été relativement moins touchés que Wuhan. À Wuhan même, puisque le confinement doit être levé le 8 avril, ce matin, le secrétaire du parti de la ville a donné des consignes de prudence en demandant aux gens de ne pas sortir si ce n'était pas nécessaire. Donc on voit bien qu'il y a que cette gestion du temps et du rythme, elle est presque au jour le jour en fonction des informations, puisqu'on apprend en marchant. Et je pense que les gens qui sont dans le secteur médical le confirmeront. Observons ce qui se passe ailleurs. On regarde notamment du côté de l'Italie et de l'Espagne. Anne-Claude Crémieux, on commence à avoir une idée du moment dans lequel sera atteint le pic de l'épidémie. On voit que le nombre de cas quotidiens n'augmente plus depuis quelques jours dans ces pays.
Oui, alors sache que l'expérience en Italie est évidemment très intéressante et elle est très encourageante puisque effectivement, pratiquement, ils sont arrivés à un plateau du nombre de contaminations et ce qu'on observe pour la première fois, c'est une diminution du nombre de décès. Les modélisations qu'il y a pu y avoir sur l'évolution en Italie confirment ce que l'on observe, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le taux de reproduction. Vous savez qu'il était entre 2 et 3, ça veut dire qu'une personne infectée peut contaminer 2 ou 3 personnes. L'objectif majeur, c'est d'arriver à ce que ce taux de contamination revienne à en dessous de 1. C'est comme ça qu'on contrôle une épidémie. Et aujourd'hui, à la fois par les observations de terrain et par les modélisations qui sont faites, on sait que l'Italie est très proche de 1, ce qui est évidemment extrêmement encourageant et qui confirme au fond ce que l'on avait observé en Chine, c'est que les mesures barrières, les mesures de confinement sont efficaces quand elles sont appliquées de façon très stricte et sur une durée suffisante. On commence à voir effectivement certaines villes, c'est le cas notamment à New York, où désormais eh bien, le maire de la ville, Bill de Blasio, qui s'est adressé à ses administrés, leur recommande de se couvrir le visage. On va l'entendre dans un instant. C'était Bill de Blasio, donc qui s'exprimait hier, le maire de New York. Écoutez. Don't use those. I can't be clearer. Leave those alone. Leave those to the people who need them the most, who are saving lives. But you can create a face covering with anything you have at home right now. Voilà, Bill de Blasio qui demande à ce qu'on laisse de côté les masques chirurgicaux, mais en revanche qui préconise désormais que l'on se couvre le visage. Pourquoi n'a-t-on pas préconisé la même chose en France? Est-ce que ce n'est pas finalement l'absence de masques qui pousse aujourd'hui, Karine Lacombe, les gens tout simplement à se confiner? C'est un peu difficile de répondre à cette question. L'étude à laquelle fait référence Monsieur de Blasio vient juste de sortir. Effectivement, il semblerait que quand on applique de façon constante un masque ou tout du moins une protection, il y ait moins de risques de transmission. Mais là, de nouveau, c'est une étude de modélisation. Évidemment, si on avait assez de masques, c'est-à-dire des milliards et des milliards et des milliards de masques, que l'on porte constamment un masque au quotidien en changeant, on va dire, au moins 2 fois par jour, le virus se transmettant par gouttelettes, on peut supposer que quand on a des contacts rapprochés, bien sûr, ça va éviter la transmission par gouttelettes. Le problème auquel on a été confronté et auquel tous les pays du monde sont confrontés, c'est cette pénurie de masques, parce que là, on ne parle pas, vous voyez, on est 66 millions de personnes en France. Donc, si on imagine que 50 millions d'entre nous avons des interactions sociales très importantes tous les jours, c'est 50 millions de masques multipliés par 2, donc 100 millions de masques tous les jours. Et vous voyez, quand vous multipliez, c'est des milliards et des milliards et des milliards de masques qu'il faudrait avoir de disponibles, ce qui, dans les faits, est impossible. Donc, ce n'est pas uniquement qu'il y a un manque de masques, c'est que, dans les faits, c'est impossible d'avoir autant de masques tout le temps pendant des mois et des mois. Donc, les mesures qui sont recommandées à New York, le fait de mettre une écharpe, etc., probablement que ça doit aider. C'est certain que la distanciation physique a un grand rôle, 1 mètre, 1 mètre 50. Le fait de se laver les mains, ça a aussi un grand rôle. Et après, l'arrêt du virus par les écharpes, etc., franchement, je pense que pour l'instant, c'est du domaine du théorique. Mais on sait qu'il y a des masques en tissu, par exemple, dont l'efficacité en matière de barrière de transmission est en train d'être analysée. Donc, en France, hein, donc j'espère que ça va marcher. A-t-on déjà vu, Anne-Claude Crémieux, un autre virus semblable avec autant de cas asymptomatiques d'un côté, mais aussi autant de cas mortels de l'autre? Alors non, vous avez tout à fait raison de le souligner. C'est vraiment ça, je dirais, la grande nouveauté de cette crise sanitaire, hein. Je crois qu'on a eu tendance à se référer forcément à la crise d'avant, qui était le SRAS, et qui, elle, était extrêmement différente parce que les patients qui avaient une infection avaient tous une pneumonie, d'ailleurs c'est le nom, hein, syndrome respiratoire aigu sévère. Par conséquent, ces patients, lorsqu'ils
ils étaient infectés, ils étaient hospitalisés, et c'est finalement à l'intérieur de l'hôpital que le risque était le plus important, ce qui explique que pendant l'épidémie de SRAS, 40% des contaminations étaient des contaminations nosocomiales du personnel soignant. Et donc c'est vraiment une nouveauté, et je pense que c'est vraiment ça l'élément de surprise du monde entier. Ça a été de voir une diffusion extrêmement rapide, on pourrait dire une épidémie presque souterraine, et qui, lorsqu'elle s'est manifestée sous forme de cas groupés, on l'a vu en Lombardie, on l'a vu aussi dans l'Oise, en fait, ne faisait que refléter une diffusion massive dans la population. Et évidemment, cette caractéristique fait que cette épidémie est beaucoup plus difficile à contrôler. Anne-Claude Crémieux, précisément maintenant la période d'incubation. La période d'incubation du virus, Oui. oui, on la connaît très bien, mais ça, je dirais, c'est presque une donnée qu'on a eue tout de suite. Et je dois dire, grâce aux études en Chine, très rapidement, ils ont pu être capables de nous dire que, en réalité, ce qu'on appelle la médiane, en fait, la moitié des gens avaient une période d'incubation qui est de l'ordre de 5 jours, et que cette période d'incubation, en gros, elle pouvait varier de 3 à 9 jours, et dans certains cas, aller jusqu'à 12 jours. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris la limite de 14 jours, qui est une bonne limite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on doit développer des symptômes, on les développe en général dans la semaine après le contact infectant, et toujours dans les 14 jours. Mais comme on l'a dit, il y a des formes asymptomatiques, et par conséquent, ces formes-là, évidemment, elles peuvent être contaminantes sans qu'on puisse les diagnostiquer. Elles passent sous le radar, elles passent sous les stratégies de dépistage qu'il y a eu dans la plupart des pays, ce qui explique effectivement que cette épidémie a diffusé dans tous les pays, malgré les mesures de dépistage et de traçage des contacts. L'Allemagne, par exemple, a un tiers de cas de plus que la France, mais 4 à 5 fois moins de morts du coronavirus. Pourquoi les taux de létalité sont-ils si différents d'un pays à l'autre? Alors, vous savez, quand on calcule le taux de létalité, on a un numérateur qui est le nombre de décès et un numérateur, qui est un dénominateur, pardon, qui est le nombre de personnes testées. Donc, quand on teste beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, eh bien, forcément, le taux de létalité peut être plus bas. Donc, ce qui est très important, c'est de regarder le nombre de morts aussi en valeur absolue. Et c'est vrai qu'en Allemagne, il y a moins de morts en valeur absolue qu'en France, alors qu'on a une population qui est à peu près identique en taille. Donc la question qui se pose en fait, c'est elle est de deux types. D'abord, est-ce que l'épidémie a vraiment touché l'Allemagne? C'est-à-dire, est-ce que le virus est vraiment diffusé dans la population allemande? Alors peut-être pas, hein, et malheureusement, c'est un peu la peur qu'ont les hommes politiques et les scientifiques en Allemagne. Et la deuxième possibilité, eh bien, c'est que là, l'épidémie soit arrivée, mais qu'en fait, ils ont mis en place des mesures de distanciation sociale et de confinement sélectif pour certaines parties de la population à peu près en même temps que la France, et que l'épidémie n'étant pas arrivée, eh bien, ces mesures de confinement ont pu agir très tôt. Donc, pour l'instant, on ne sait pas, et je peux vous dire que nos collègues allemands sont tout de même très, très anxieux d'une possible arrivée un peu en décalé de l'épidémie chez eux. Le nombre de tests de dépistage. On réalise à peu près 500 000 tests par semaine en Allemagne, c'est 4 à 5 fois plus du nombre réalisé actuellement en France. Comment vous l'expliquez ça? Est-ce que les Allemands ont anticipé plus tôt, fait fabriquer peut-être plus tôt, dès janvier, dit-on, les tests nécessaires? Alors, il faut savoir que la Charité à Berlin a eu un test prêt pour la détection du virus, je crois, le 23 janvier. Le test en France est arrivé un petit peu plus tard. Il faut savoir que l'Allemagne a une capacité locale, donc nationale, de production des tests, et en particulier des réactifs, chose que nous n'avons pas en France. Nous sommes obligés d'acheter nos réactifs à l'étranger, en particulier
aux États-Unis et en Chine, et ce qui fait qu'on est très vite arrivé dans les limites de l'approvisionnement. La Chine parce qu'elle n'en fabriquait plus, puis les États-Unis parce qu'ils ont commencé à garder leurs réactifs pour eux. Donc même en ayant la technologie, si on n'a pas les réactifs pour faire les PCR, eh bien on est un peu bloqué sur le nombre global de PCR. Donc peut-être que là où on doit avoir une interrogation, ça peut être une leçon pour le futur, eh bien c'est peut-être de localiser en France des entreprises de fabrication de réactifs pour pouvoir répondre à ce type de pandémie plus rapidement que ce qu'on a pu faire. Cette pandémie, elle pose encore beaucoup de questions. Pierre Aski, est-ce qu'on sait aujourd'hui quand précisément le coronavirus, cette nouvelle forme de coronavirus, le Covid-19, est apparu en Chine? Alors, ce qu'on sait, c'est que les premiers cas reconnus aujourd'hui sont du début décembre, sans doute antérieurs vraisemblablement, mais qu'il y a eu cette affaire des lanceurs d'alerte et du fait que l'information a été cachée en Chine pendant plusieurs semaines, qu'elle a été retenue et que jusqu'à très tard, en fait, la Chine n'a pas reconnu notamment la contamination d'humain à humain. Et on a cet imbroglio avec l'Organisation mondiale de la santé, puisque le 14 janvier, l'OMS continuait à dire qu'il n'y avait pas de preuve de contamination d'humain à humain. Donc, il y a là tout un épisode qui a créé pas mal de remous en Chine même, puisque lors de la mort du docteur Li Wenliang, ce lanceur d'alerte médecin de Wuhan, il y a eu une vague de colère dans la population. Il y a un épisode sur lequel toute la clarté n'a pas été encore apportée, et en particulier sur l'information qui a été diffusée par l'OMS. L'OMS est très critiquée en ce moment pour son attitude pendant cette période. Ça a changé par la suite, mais y compris même dans le retard apporté à la proclamation de la pandémie, puisque ça n'a été fait qu'en février, alors que beaucoup s'attendaient à ce que ça soit fait déjà dès la fin du mois de janvier. Donc, il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Mais ce qu'il faut quand même retenir, parce que tout à l'heure on parlait du SRAS, c'est que l'épisode du SRAS a traumatisé les voisins de la Chine aussi. Et moi, j'ai été très frappé par le fait que Taïwan a introduit dès le 31 décembre des contrôles sur les passagers en provenance de Wuhan, et la Corée du Sud a commencé le 3 janvier. C'est-à-dire que très tôt, avant même que les informations soient publiques dans le monde entier sur l'existence de cette épidémie, deux des voisins immédiats de la Chine avaient commencé à introduire des contrôles, ce qui explique aussi cette vigilance sanitaire qu'ils ont en permanence par rapport à tous les événements qui proviennent de Chine. Ça explique aussi leur comportement dans cette épidémie, et ce sont les deux pays qui s'en sortent sans doute le mieux aujourd'hui et qui sont cités en exemple. Pose bien sûr ce que vous dites là à l'instant, Pierre, cette question. On n'a pas su ou bien on n'a pas voulu entendre Anne-Claude Crémieux, contrairement à d'autres pays d'Asie du Sud-Est qui ont pris très rapidement les mesures, alors même que les autorités chinoises ne disaient pas tout sur le stade avancé de l'épidémie et surtout sur sa vitalité. Alors, je crois que ce qui vient d'être dit est très vrai. C'est-à-dire que la réactivité d'un pays est en général modelée par les crises antérieures. Et c'est tout à fait vrai que Hong Kong, la Corée du Sud, Taïwan, qui avaient été vraiment touchés de plein fouet par la crise du SRAS, avaient vraiment un seuil de réactivité qui était extrêmement faible, et avaient aussi un entraînement, je dirais, par rapport aux mesures à prendre qui a vraiment servi. On peut aussi citer d'ailleurs le Canada, qui a été très marqué par la crise du SRAS et qui très vite a essayé d'être vigilante et de mettre en place des mesures. Donc ça, c'est un des premiers aspects effectivement extrêmement importants. Alors est-ce que les autres pays, et en particulier occidentaux, ont eu du retard par rapport à ces pays-là? C'est évidemment incontestable. On voit bien que notre réactivité a été moindre et qu'on a eu certainement, nous, tendance à sous-estimer cette crise, à expliquer qu'effectivement, les Chinois étaient en difficulté parce que leur système de santé était fragile. Et puis ensuite, on a tenu le même discours en Italie en disant que c'est parce qu'ils avaient un système administratif qui était déconcentré et que donc ils avaient perdu la trace du virus. Effectivement,
on a sous-estimé et vraisemblablement, si on a sous-estimé, c'est parce que on a été très peu touché par le SRAS et que je me rappelle effectivement après la crise du SRAS avoir lu je dirais des papiers et notamment notre système de veille sanitaire qui expliquait que nous avions un système qui était capable de bien tracer, de bien détecter et finalement de bien contrôler ce type d'épidémie. Et c'est un peu ce qu'on a entendu au début. Que effectivement à Contamine on avait fait très bien et que de toute façon on était capable de tout arrêter. Donc il y a vraiment une leçon à tirer des crises, c'est qu'il faut être extrêmement humble, il faut effectivement se préparer à l'imprévisible et plutôt au scénario du pire, parce que autant la sous-estimation ne pardonne pas, autant au fond la surestimation est plutôt une bonne chose. Et comme le disait le directeur du NIH, si vous avez l'impression de surestimer une crise et de surréagir, c'est que vous êtes dans la bonne voie. Oui, alors évidemment, on a sans doute sous-estimé, en tout cas c'est ce qu'on entend aujourd'hui de la part de la communauté des scientifiques ici en France, les conséquences de cette épidémie. Reste que tous les éléments n'ont pas été forcément donnés en temps et en heure par la Chine qui n'a pas tout dit sur l'ampleur de l'épidémie et qui aujourd'hui vend des masques et du matériel médical à l'étranger, parfois en faisant jouer la loi de la concurrence et du plus offrant. Je vous propose de voir à présent ce reportage qui permet de nous éclairer sur la situation du point de vue aujourd'hui de ce marché des masques. Un avion en provenance de Shanghai sur le tarmac de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, objet de toutes les convoitises. À son bord, le nouvel or blanc, 2 millions de masques chirurgicaux commandés par la région Grand Est à la Chine. La cargaison est bien arrivée en France pour être livrée dans les hôpitaux. Mais tous les masques n'arrivent pas à bon port. Certains sont rachetés avant même leur décollage. C'est ce qu'a affirmé le président de la région PACA. Sur le tarmac, en Chine, une commande française a été achetée par les Américains cash sur le tarmac et l'avion qui devait venir en France est parti directement aux États-Unis. Des masques détournés, symbole de la bataille que se livrent les pays du monde entier pour s'approvisionner, alors que la demande est de plus en plus forte. Selon le président de la région Grand Est, le combat entre États est quotidien. C'est vrai que sur le tarmac, les Américains arrivent, sortent le cash et payent 3 ou 4 fois plus cher les commandes que nous avons faites. Donc il faut vraiment se battre. Le Grand Est a acheté 5 millions de masques financés par le budget de la région. Pour lutter contre le Covid-19, la France a commandé au total 1 milliard de masques à la Chine. La France qui a commandé donc 1 milliard de masques à la Chine qui par ailleurs, on le voit, fait souvent jouer le plus offrant. Est-ce qu'il y a là quelque chose qui vous choque, Karine Lacombe? C'est quelque chose qui m'atterre. Mais bon, évidemment, qu'est-ce que ça, c'est assez politique en fait, c'est pas très scientifique comme raisonnement. On aurait envie que la communauté scientifique, dont les producteurs de tests font partie, soit plus solidaire, les producteurs de tests, de masques, d'équipements, de surblouses, etc. Et qu'on ait une espèce de marché unique où chacun peut se servir et qu'on ne soit pas en compétition les uns avec les autres. C'est vrai que j'aurais tendance à dire c'est dans la difficulté qu'on voit où sont ses vrais amis. Probablement que l'autre leçon qu'il va falloir tirer de cette grande crise sanitaire, c'est la façon dont fonctionne le commerce mondial, l'industrie des moyens nécessaires à lutter contre les pandémies au niveau mondial. Et France voilà, aussi, je dirais que c'est une réflexion de citoyenne plus qu'une réflexion de scientifique. La France aussi est accusée d'avoir réquisitionné des masques à destination de l'Italie et de l'Espagne. Alors, je n'ai entendu en tout cas moi, je n'ai entendu ça que dans les médias. La France avait, on sait bien qu'il n'y avait pas un stock énorme de masques. Il faut quand même savoir que la France a envoyé 17 tonnes de matériel en Chine au mois de janvier. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Et ensuite, quand l'épidémie est arrivée en Italie, il y avait déjà des projections qui envisageaient qu'elle puisse arriver très rapidement en France. Et vu le faible nombre de masques de réserve que l'on avait, il a été décidé de garder ces masques pour les soignants qui allaient faire face à l'épidémie. Donc, on est dans une situation quand même là un peu différente de ce qui se passe actuellement avec la Chine, qui a contenu l'épidémie dont elle est à l'origine et qui joue sur les masques et sur le matériel et vend au plus offrant. Je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose que ce qui s'est passé en février avec les masques en France. Des patients sont transférés depuis plusieurs jours maintenant, 400 patients au total depuis la région parisienne et notamment également de la région Grand Est vers le sud et l'ouest de la France. Est-ce qu'on manque également dans la période actuelle en tout cas, de médicaments, Anne-Claude Crémieux? Effectivement, nos collègues réanimateurs ont alerté sur le manque, en tout cas les stocks extrêmement courts de certains médicaments qui sont utilisés de façon importante pour les patients qui sont actuellement en réanimation. C'est évidemment une grande préoccupation et de nos collègues réanimateurs, et on espère que effectivement les stocks vont pouvoir être renouvelés. À nouveau, Pierre Aski, on croyait la Chine affaiblie par la crise du coronavirus et on se rend compte aujourd'hui que nous sommes tous finalement à nouveau indépendants d'une Chine qui se relève peut-être plus vite que prévu, qui déconfine même les habitants de la région du Roubaix. On pensait la Chine prête à une remise en question, presque à une autocritique, comme un clin d'œil à la révolution culturelle. On s'est trompé là aussi? Oui, je pense qu'il y a eu une surinterprétation de la période de crise aiguë, notamment au moment de la mort du docteur Li Wenliang dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire un moment de contestation politique, de l'opacité et de l'absence de réactivité des autorités au début. Mais je crois qu'effectivement, on a affaire à un double phénomène, c'est que, l'épidémie a été assez rapidement circonscrite à la province du Roubaix et limitée dans le reste du pays. Et finalement, la Chine sort aujourd'hui la première et elle peut proclamer à la face du monde, mais surtout à la face de sa propre population, qu'elle a gagné la bataille, pour reprendre la métaphore militaire, la bataille contre le virus. Et ça, c'est un argument évidemment très important pour le pouvoir politique qui en joue et qui le surjoue. Et la deuxième chose, c'est que la leçon qu'on a été tirée, c'est pas qu'il faut ouvrir le système, c'est au contraire qu'il faut verrouiller encore plus et qu'il faut garder le contrôle. Et donc, la Chine qui sort de cette épreuve, c'est une Chine qui, à la fois, sort galvanisée par une bataille qu'elle a menée et qu'elle a gagnée, ou en tout cas, c'est ce qu'elle proclame en réécrivant un peu l'histoire des débuts. Et deuxièmement, elle se retrouve aujourd'hui tirée d'affaire, entre guillemets, pas tout à fait, mais en tout cas, en train de sortir de cette période difficile, au moment où le reste du monde, et en particulier sa grande rivale américaine, sont en train d'y plonger. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, évidemment, les médias officiels chinois se font un plaisir de montrer tous les dysfonctionnements du système américain, toutes les failles de la première puissance économique et superpuissance politique et militaire mondiale, parce que, évidemment, ça fait rejaillir encore plus positivement la manière dont a été fait ce succès en Chine. Donc, on est qu'au milieu du gué de toute cette épreuve du coronavirus, mais en tout cas, à cette étape, on peut dire que la Chine sort beaucoup plus forte qu'on ne pouvait l'imaginer il y a seulement 2 mois, et que les États-Unis, qui étaient dans un bras de fer avec la Chine précédemment, sont eux aujourd'hui plongés dans la crise et certainement plus en mesure aujourd'hui de tenir la dragée haute à Pékin. Alors les symptômes eux aussi semblent évoluer depuis les premiers cas répertoriés en Chine. On parlait au départ d'effets proches de la grippe. On évoque aujourd'hui des pertes du goût, des pertes de l'odorat. On évoque aussi des patients, des cas de mortalité chez des patients de plus en plus jeunes, alors que jusque-là, on pensait seules les personnes âgées susceptibles de mourir, ou en tout cas d'être victimes du coronavirus, celle également atteinte de troubles pulmonaires. Et le virus a-t-il muté, Karine Lacombe?
Non, non, le virus n'a pas muté. Enfin, en tout cas, il n'y a aucune étude qui montre sur le plan virologique que le virus a muté. Je pense surtout qu'on est en face d'un nouveau virus, une nouvelle maladie et qu'on n'avait pas fait le tour de l'expression clinique de la maladie due au coronavirus, à ce coronavirus. On n'avait pas de notion de cette perte de goût, de cette perte de l'odorat. Il n'y avait pas de papier chinois qui rapportait ce type de manifestation clinique. On voit bien, il y a plusieurs études en France qui sont sur le point d'être publiées, et puis d'autres, quelques données qui nous viennent d'Italie, qu'il y a une atteinte neurologique liée à ce virus, qui sont des atteintes neurologiques dont on récupère, donc a priori il n'y a pas de séquelles. On en apprend tous les jours en fait. Et la raison pour laquelle des jeunes personnes meurent de ce virus, eh bien en fait, dans n'importe quelle infection virale ou bactérienne, quand ça touche plutôt les personnes âgées, on a statistiquement malgré tout un certain nombre qui en général est faible, en tout cas pour le coronavirus c'est le cas, de personnes jeunes qui vont décéder. Alors pourquoi elles décèdent? Eh bien en fait, on peut avoir des prédispositions génétiques à mal réagir à une maladie infectieuse que l'on ne connaissait pas avant quand on n'avait pas rencontré ce type de pathogène. Et puis, il peut y avoir aussi, lié directement au coronavirus, ce qu'on appelle des myocardites, c'est-à-dire des inflammations du cœur et qui peuvent entraîner des décès brutaux. On voit ça avec la grippe chez des personnes jeunes tous les ans, malheureusement. Et il y a aussi des phénomènes de thrombose, c'est-à-dire des caillots qui se forment dans les vaisseaux qui sont dus à cet état d'hyperinflammation et qui vont se mettre au niveau des poumons. Et donc, on a des embolies pulmonaires avec des décès brutaux. Donc, ce sont des choses qu'on voit avec les adultes et puis qu'on peut voir également avec des personnes plus jeunes. Donc, statistiquement, on en voit, heureusement, c'est un petit nombre. Peut-on l'attraper plusieurs fois? C'est ce qu'on a pu lire dans certains articles de presse. Ou bien les patients guéris sont-ils immunisés? Est-ce qu'il y a un risque de nouvelles vagues finalement chaque année? Alors, les personnes qui sont infectées et qui ont guéri sont a priori immunisées. Alors, quand je dis a priori, c'est que tant qu'on n'a pas fait des études de séroprévalence, on va chercher des anticorps chez les personnes qui ont guéri et surtout le taux d'anticorps et la durée de protection des anticorps, on peut pas apporter une réponse à 100%. Mais les données que l'on a actuellement sont plutôt en faveur d'une impossibilité de réinfection quand on a développé des anticorps. Ce que l'on ne sait pas, c'est combien de temps vont durer ces anticorps. Est-ce qu'ils persistent pendant de longs mois, plusieurs années? Ça, on ne sait pas évidemment, puisque tous les jours, on apprend de nouvelles informations avec ce virus, l'expression clinique, la guérison, etc. Donc, c'est encore un peu tôt, mais il n'y a pas eu de cas de deuxième infection décrite chez des personnes. Il n'y a pas eu non plus de rechute. C'est plutôt des évolutions en 2 phases qui peuvent s'étaler sur 15 jours, avec une première phase où on ne va pas très bien, puis il semblerait qu'il y ait un mieux, et puis après une aggravation, mais c'est parce qu'on passe à un deuxième stade plus inflammatoire de l'infection. On entend dire, Anne-Claude Crémieux, qu'un vaccin centenaire, le BCG, pourrait réduire les symptômes aigus du Covid-19. Est-ce qu'il est effectivement efficace, car il laisse sur d'autres troubles pulmonaires? Est-ce que c'est une piste possible de vaccin? Des essais cliniques vont être menés. Un vaccin à l'origine conçu, il faut le dire, pour lutter contre une infection bactériologique, la tuberculose, qui serait efficace contre un virus. Est-ce que vous l'imaginez? Alors écoutez, je peux pas rentrer dans le détail de cette étude que je ne connais pas, dont j'ai entendu parler mais que je ne connais pas. Je pense que aujourd'hui les pistes les plus prometteuses sont quand même les pistes qui cherchent à obtenir un vaccin à partir de ce coronavirus et en particulier de son matériel génétique. Vous savez que ces vaccins sont aujourd'hui essayés chez l'homme pour voir leur innocuité, mais sont aussi testés chez l'animal pour voir s'il y a une protection. Et effectivement, il y a plusieurs pistes vaccinales qui laissent à penser que effectivement, on va pouvoir, avec l'émulation des différents industriels, des différents chercheurs, avoir tout de même dans une période qui est de l'ordre de 1 an ou 18 mois, la possibilité d'avoir des vaccins.
de l'hydroxychloroquine comme traitement. Il y a évidemment toute une polémique qui s'est développée en France depuis 15 jours maintenant. L'hydroxychloroquine qui a été intégrée dans ces traitements testés dans l'essai Discovery auxquels participent 7 pays européens. Quand, d'après vous, sera-t-on fixé sur son efficacité ? En réalité, si vous voulez, on peut être fixé assez rapidement parce que les espoirs qui sont mis dans cette molécule sont le fait que cette molécule pourrait faire rapidement disparaître le virus dans l'organisme. Et ça, c'est une donnée qu'on peut avoir assez rapidement. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas aujourd'hui ? Parce que malheureusement, on n'a pas d'études, ce qu'on appelle, je dirais, suffisante, comparative, où on a vraiment un groupe de personnes traitées et un groupe qu'on appelle de personnes contrôle, c'est-à-dire qui ne reçoivent pas l'hydroxychloroquine et qui auraient les mêmes caractéristiques. Et pour vraiment pouvoir être sûr que effectivement l'hydroxychloroquine va pouvoir faire disparaître rapidement le virus, il faut effectivement s'assurer que effectivement cette disparition du virus est vraiment liée aux médicaments et donc la comparer par rapport à un groupe qui ne prend pas de traitement. Il y a un certain nombre de prises de position envers l'hydroxychloroquine et le professeur Raoult. Vous-même, Karine Lacombe, n'avez pas caché parfois votre agacement vis-à-vis des déclarations du professeur Raoult lui-même. Vous êtes sceptique vis-à-vis de l'hydroxychloroquine. On vous a accusé vous-même d'avoir été rémunéré dans le passé par deux laboratoires, AbbVie d'un côté qui propose, qui a l'autorisation de mise sur le marché d'un antirétroviral, le Kaletra, qui est déjà utilisé contre le VIH, et puis également Gilead Sciences qui a développé l'antiviral Remdesivir contre Ebola. Que répondez-vous à ces accusations de conflit d'intérêts ? Je dirais d'abord que je ne suis pas sceptique par rapport à l'hydroxychloroquine. Je suis sceptique par rapport à la façon dont l'efficacité de l'hydroxychloroquine a été évaluée jusqu'à maintenant. On a maintenant 2 essais en France qui vont permettre de statuer de façon vraiment méthodologiquement solide sur l'efficacité et l'innocuité de l'hydroxychloroquine. D'un côté, un essai qui s'appelle e-Covid, où l'hydroxychloroquine est comparée à un placebo, c'est-à-dire pas de traitement, chez des patients qui sont moyennement malades du Covid. Et puis l'essai Discovery, qui est cet essai européen où l'hydroxychloroquine est un des 5 bras un des 5 groupes de comparaison, et les autres groupes étant les molécules que vous citez, c'est-à-dire le Kaletra qui a été inventé par le laboratoire Abbott et qui maintenant est repris par le laboratoire AbbVie, et puis le Remdesivir qui était une molécule qui a été développée pour Ebola et donc repositionnée par le laboratoire qui le fabrique et qui est le laboratoire Gilead. Comme la plupart de mes confrères médecins, j'ai des liens d'intérêt avec tous les laboratoires pharmaceutiques qui travaillent dans mes domaines d'expertise, c'est-à-dire le VIH et les hépatites virales, donc qui ne sont pas du tout ni l'hydroxychloroquine ni le Remdesivir. Et il faut savoir que le Kaletra est une molécule du VIH que l'on n'utilise plus maintenant en France pour le VIH. C'est un des plus vieux médicaments du VIH qui ont permis de sauver de très nombreuses vies et qui maintenant est repositionné sur le Covid-19. Ces liens d'intérêt ne sont pas des conflits d'intérêt. Alors, on peut expliquer de façon très claire ce qu'est un lien d'intérêt et ce qu'est un conflit d'intérêt. Actuellement, moi, je n'ai pas je ne suis associée à Discovery que pour l'inclusion de nos patients, c'est-à-dire faire profiter à des patients d'un traitement, alors que pour l'instant, on n'a aucun traitement qui est efficace contre le Covid. Donc, c'est extrêmement important d'inclure nos patients dans les essais. Oui. Ça n'influence pas votre point de vue. Je participe à e-Covid. Non, bien sûr. Je participe à e-Covid, mes patients, pardon, nous incluons nos patients dans e-Covid, qui est cet essai avec l'hydroxychloroquine, nous incluons nos patients dans l'essai Discovery, et nous avons aussi d'autres essais avec des traitements qui vont viser l'inflammation, donc qui vont combattre l'inflammation, dans lesquels nous incluons aussi des patients. Ce qui est très important, c'est de faire bénéficier à nos patients des traitements les plus innovants possibles.
Alors, cette pandémie, elle a des conséquences économiques que l'on peut mesurer dès aujourd'hui sur certains pays. C'est le cas notamment des États-Unis. Pierre Aski, on imagine que ça va laisser les finances publiques dans une situation encore plus difficile pour venir demain financer les programmes de santé. Oui, d'ailleurs, la question de la santé va sans doute être au cœur de la campagne électorale américaine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une élection présidentielle aux États-Unis dans quelques mois, au mois de novembre, si le calendrier est respecté. On a déjà un décalage de la convention démocrate qui a été décidée. Mais bon, il est clair que la question de l'état des finances américaines après cette crise et du statut de la santé dans le système américain va être un sujet de débat absolument considérable. Et c'est intéressant de constater la différence d'approche entre les deux rives de l'Atlantique. Aux États-Unis, vous avez eu 10 millions de chômeurs de plus en 2 semaines. C'est-à-dire que les entreprises ont licencié 10 millions de personnes en 2 semaines. En Europe, on a fait un choix différent puisque on a décidé du chômage partiel, c'est-à-dire que les salariés restent attachés à leur entreprise, mais c'est l'État qui paye leur salaire, ou en tout cas une grosse partie de leur salaire. Et donc, l'idée est que lorsque la crise est terminée, les salariés reviennent dans leur entreprise et l'activité peut repartir. Il y a 2 cultures politiques et sociales très différentes entre les 2 rives de l'Atlantique, et que ça pèsera sur les débats de l'avenir. On ne sait pas dans quel état nos sociétés vont sortir de cette épreuve. C'est une épreuve inédite. Le secrétaire général de l'ONU a dit que c'était la plus grave depuis 75 ans, c'est-à-dire depuis la Seconde Guerre mondiale. Emmanuel Macron avait porté ça à 1 siècle. Donc on a une épreuve inédite qui va remettre en cause beaucoup de choses, que ce soit dans la mondialisation. On parlait tout à l'heure de la production des adjuvants de l'industrie pharmaceutique. Il est clair qu'il y a des choses qui vont revenir en Europe, en tout cas on peut l'espérer, et sur l'approche globale du rôle de l'État, des services publics, tout le débat qu'on a eu en France depuis plus d'1 an sur les urgences dans les hôpitaux. Tous ces débats qui étaient sous-jacents sont aujourd'hui au cœur, sont sur la table et seront les débats de l'après-coronavirus. Ici même en France, Anne-Claude Crémieux, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé pour la sortie de crise un plan massif d'investissement et de revalorisation des carrières à l'hôpital. Vous pensez que la vie des infirmières, des personnels soignants, les conditions de travail vont s'en trouver transformées en profondeur? Écoutez, en tout cas, je l'espère. J'espère que malheureusement, cette crise est survenue, mais qu'au moins elle va faire prendre conscience aux politiques, d'abord. Parce que le public, je pense, est assez conscient, mais de l'importance d'avoir un hôpital public solide, un hôpital public de qualité. C'est vrai en dehors des crises, mais peut-être que ce n'est pas assez perçu par nos politiques. Et c'est malheureusement particulièrement vrai pendant une crise où on voit bien que la riposte est essentiellement maniée, elle est essentiellement celle de l'hôpital public qui se mobilise d'une façon assez extraordinaire, il faut le dire, dans l'ensemble des services, l'ensemble du personnel, que ce soit les médecins, les infirmières, les aides-soignants, tout le personnel technique. Je veux dire que c'est assez remarquable et on retrouve ce qui est l'âme du service public. J'espère qu'on ne l'oubliera pas. Les personnels soignants, Carrie de Lacombe, attendent des gestes significatifs. Le personnel soignant attend déjà une reconnaissance de l'État à la mesure de son engagement. Il faut savoir que depuis 1 mois et demi, on est extrêmement engagé, on s'est extrêmement remis en question dans notre fonctionnement, dans notre organisation du quotidien. On a été capable d'une très, très grande adaptabilité. Tous les soignants ont supprimé leurs vacances, par exemple. Beaucoup de soignants travaillent quasi 7 jours sur 7. Beaucoup de soignants travaillent également la nuit, ne se reposent pas le lendemain, restent au travail. Beaucoup de soignants ont aussi changé de métier, hein. Des chirurgiens sont devenus brancardiers, des étudiants en médecine sont devenus aides-soignants. Il y a une grande mobilisation indépendamment de toute perspective de rémunération salariale, de paiement de garde. Personne ne s'est posé de questions sur va-t-on être payé pour le travail que l'on va faire. Donc évidemment, on espère avoir une reconnaissance de l'État vis-à-vis de cet engagement et au moins un réinvestissement de l'hôpital public.
public. Donc non pas des récompenses par des primes à chacun d'entre nous, mais une vraie réhabilitation de l'hôpital public avec des moyens de fonctionnement, bien sûr. Je pense que que la façon que les soignants ont eu de réagir à cette épidémie est vraiment d'une très grande exemplarité et devra être reconnue à sa juste valeur. Une situation qui impose des changements, on l'a compris, extrêmement lourds, hein, des changements, une véritable inflexion politique ici en France et plus largement en Europe. Je voudrais vous proposer d'écouter, pour finir, et de réagir évidemment à ce qu'a dit Bruno Le Maire. C'était sur l'antenne de France 24, interrogé aujourd'hui le ministre de l'économie en appel à l'Europe, car, dit-il, eh bien, sinon c'est l'Union européenne qui pourrait s'effondrer. Écoutez-le. Si l'Europe n'est pas fidèle à ses racines historiques, c'est-à-dire si elle ne fait pas preuve de solidarité humaine, et si elle ne fait pas passer cette solidarité humaine avant toute considération économique ou financière, elle ne s'en relèvera pas. Tout simplement parce que le projet politique européen perdra son sens. Et c'est pour ça que je me bats tous les jours avec le président de la République pour que cette solidarité prenne une forme très concrète. Il y a des bonnes décisions qui ont commencé à être prises. Elles ont été prises tardivement, mais elles ont été prises par l'Europe pour soutenir notre économie. C'est pour ça que mardi prochain, nous avons un rendez-vous très important. C'est la réunion des ministres des Finances de la zone euro. Il faut qu'il y ait des décisions mardi prochain. Pas des palabres, des décisions de soutien aux économies de la zone euro. Voilà, des plans de soutien aux économies de la zone euro. Pierre Aski, la Commission européenne a d'ores et déjà proposé de mobiliser 100 milliards d'euros pour garantir les plans de chômage partiel au sein de l'Union européenne. Est-ce suffisant? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-on réellement à la croisée des chemins? On évoque notamment la question du partage du fardeau de la dette auquel l'Allemagne s'est jusqu'à présent toujours refusée. C'était le cas il y a 10 ans, lors de la crise de 2008-2009. Est-ce que cette fois-ci, la situation appelle à un changement et est-ce qu'il aura lieu surtout? D'ailleurs, enfin, c'est moins la question du chiffre que la question de la méthode et la question de la mutualisation, c'est-à-dire le partage du fardeau de la dette. Ce qu'on a refusé de faire au moment de la crise de la dette grecque, puisqu'il y avait à l'époque, du côté allemand en particulier, l'idée que les Grecs étaient responsables de leur malheur. Aujourd'hui, personne n'est responsable du malheur des pays européens qui sont forcés de s'endetter. Et donc la proposition qui est sur la table, qui est celle de créer une dette spéciale pour la reconstruction d'après coronavirus, mais qui serait faite au nom collectif des pays européens et non pas individuellement, c'est un geste politique de solidarité que l'Europe s'est toujours refusée à faire jusqu'à présent et qui est aujourd'hui l'obstacle devant lequel elle hésite. Et ce que vient de dire Bruno Le Maire, effectivement, il y a eu une première réunion il y a 2 semaines en visioconférence entre les chefs d'État et de gouvernement qui n'a pas réussi à décider. Ils se sont donné 15 jours, donc on arrive à cette échéance. Et on a entendu aussi bien Emmanuel Macron que Jacques Delors qui parle peu, mais qui vient de lancer un cri d'alarme en disant « Si l'Europe n'est pas au rendez-vous de cette solidarité-là, elle peut en mourir ». Merci Pierre Aski. On arrive maintenant au terme de ce débat. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'y avoir participé. À vous Karine Lacombe, Anne-Claude Crémieux et donc Pierre Aski qui étaient avec nous sur France 24. Merci d'avoir bien voulu échanger. On se retrouve donc très prochainement sur l'antenne de France 24. D'ici là, restez avec nous.